Bon, bonjour messieurs, dames. Allez, c'est parti, donc 1 heure. Donc, je m'appelle Guy Marmora, donc, je fais de la sécurité depuis 20 je sais pas, 25. D'abord chez un éditeur et puis maintenant consultant indépendant. Mes spécialités, c'est les programmes d'exit, les pistes d'audit, les interfaces avec les SIEM, des élévations de droit. Voilà en gros mes spécialités. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter 2 projets de remédiation. Alors, en fait, c'est une présentation que j'ai fait déjà en Angleterre à 2 endroits. C'était une présentation de 45 minutes à la base. Donc j'ai rajouté un peu des trucs. J'ai rajouté des actualités de sécurité et j'ai aussi rajouté ce qu'on aurait pu faire dans ces projets de remédiation avec la 7.6. Donc l'apport de la 7.6 dans ces cadres-là. Voilà, c'est deux expériences vraiment différentes. Il y en a un, c'est une entreprise, je ne veux pas dire petite, mais une entreprise typique, grosse PME, et puis l'autre, c'est vraiment une grosse banque internationale avec des process compliqués, etc. Donc, on va regarder un peu ces 2 cas-là, donc avec le bonus de la 7.6. Voilà. Donc déjà, la base des projets, donc c'est les suivants. Pour la PME, donc ils ont une infra classique, donc une prod, un backup, un test. Il y a un administrateur à temps partiel je dirais, administrateur IBMI à temps partiel, avec un partenaire technologique très impliqué qui l'accompagne dans les tâches de run and build. Et la motivation, c'est un confrère dans leur activité, que je ne veux pas citer l'activité, qui s'est fait hacker. Et donc, l'activité de ce confrère, son activité principale, c'est sur IBMI. Donc là, il y a un procès qui est encore en cours, donc peut-être ça vous donnera des idées, sur le sujet, avec une complicité interne sur l'IBMI. La situation de départ, on est parti d'une page complètement blanche parce que le client n'était pas, on va dire, en mesure d'estimer sa capacité de résistance face aux attaques. Donc, on est vraiment parti d'une page blanche complètement. Et l'objectif, c'était quand même d'aller relativement vite, mais d'une manière pérenne, tout en restant compatible dans un budget et avec les ressources indiquées. Et on avait un an et demi pour le faire. Et donc, un budget limité, mais quand même un budget. Et donc, le deuxième cas de figure, c'est vraiment différent. Donc, c'est une grosse boîte avec plein de partitions très structurées, des partitions de SIT, UAT, prod, backup, il y a tout un tas d'autres partitions, je ne sais pas combien on a, partout en Europe. Les administrateurs sont bien capés, ils connaissent bien, ils ont de l'expérience. Chaque banque locale dans les pays est pratiquement une société à part entière avec un historique différent. Donc, la difficulté, c'est ça, c'était pas vraiment dire un truc complètement uniforme, mais c'était vraiment des banques différentes avec des logiciels, des personnes différentes, etc. Et bien sûr, ils avaient déjà démarré à leur niveau des stratégies de sécurité ou différentes selon les cas. Voilà. Et donc là, l'idée, je ne veux pas dire qu'on avait un budget illimité, mais voilà, on n'avait pas de problématique de budget. L'idée, c'était d'atteindre l'état de l'art dans la sécurité de l'IBM. On est toujours en cours d'ailleurs. Donc ce projet-là, il est terminé, mais celui-ci, non. Donc, en termes de déroulement du projet, donc chez ce client-là, donc on est parti avec un audit de sécurité moyennement fin, à grosse maille, on va dire, avec un test de résistance là aussi pour convaincre le client de ce qui se passe réellement, parce que c'est toujours pareil, quand on vient, on dit au client, ouais, votre machine c'est une passoire, prouvez-le-moi. Donc bon, voilà, après derrière, on va pas passer non plus des jours et des jours à faire des tests de résistance ultra fins dès l'instant où on arrive à rentrer en l'espace de 2 heures, 3 heures. Donc, du coup, voilà, on est resté sur des finesses relativement moyennes. Donc, à partir de là, on a converti le plan de sécurité en plan de remédiation. On a focalisé sur les failles de gravité haute à effort moyen à faible. Et puis, on a décidé, on verra pourquoi, de mettre en place des couches de contrôle d'accès via les points d'éthique, plutôt que d'aller toucher les droits, parce que bien sûr, les droits étaient trop ouverts. Et là, on part dans des projets qui sont très coûteux, très longs. Là, l'idée, c'était d'avoir quelque chose assez vite qui puisse résister vraiment aux attaques. Donc, voilà. À partir de 6 mois de travail ici sur les points d'accès, avec une granularité moyenne, on a commencé à
avoir des bons résultats. Et donc, les tests de résistance donnaient effectivement un bon résultat. On avait plus de 17% des scénarios qui étaient réussis. On continue dans une phase de tuning et à partir de là, donc, on arrive quasiment à avoir fermé toutes les portes d'entrée qu'on avait trouvées. Voilà. Et là, à partir de là, le projet statut fin, 1 mois et demi, les tâches d'exploitation commencent, donc là où on fait des contrôles de déviation, maintenance des règles, revue des logs, voilà, à peu près estimation du travail quotidien, parce que ça, c'est toujours les questions qu'on a, 15 minutes par jour à peu près. Voilà. Et après, il y a eu d'autres projets qui suivent, je ne suis pas trop dans les autres projets, on va dire. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le cas numéro 2, ben, c'est différent. Comme je le disais tout à l'heure, on part déjà de quelque chose. Donc là, le client avait mis des objectifs différents, donc notamment les comptes à privilèges, des points d'exit aussi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà des solutions plus ou moins hétéroclites en place, donc il fallait rationaliser et aller vraiment assez loin dans la partie sécurité contextuelle, parce que c'est quand même ça qui est efficace sur des attaques. Et donc, ça aussi, c'est très important, rationalisation des pratiques liées aux échanges des données. Pourquoi? Parce que ça va permettre ensuite de mettre de la sécurité autour de process. Avant, par exemple, il y avait certains utilisateurs qui faisaient des suppressions régulières dans des répertoires de l'IFS ou des tâches répétitives, on va dire. Donc, l'idée de modéliser ces tâches, de les rendre automatisables avec des comptes de services propres, ça permettait après d'amener du zéro trust par-dessus, d'avoir une couche de sécurité liée à ça. Donc voilà, on a mené tous ces chantiers-là. À partir de 6 mois, ben, on a travaillé aussi sur une piste d'audit. Comme je dis aux jeunes, là, on a démarré une formation hier avec les jeunes de CSI. Donc la première chose qu'on a fait hier à la formation, c'est on s'est dit aucune action sur la production tant qu'on n'a pas une piste d'audit qui est propre et sûre. Donc on a déjà commencé à créer la piste d'audit et après on a bossé. Donc là, pareil, même si c'est un gros client, c'est la même chose. Des fois, il y a des pistes d'audit qui sont négligées, avec plein de faux positifs dedans, des journaux qui débordent de trucs qui servent à rien. Donc, il faut quand même essayer d'arriver à nettoyer, contenir l'ensemble. Et puis après, l'idée, c'est d'en faire quelque chose et donc de l'envoyer au SOC. Donc là, ils utilisent du QRadar, en l'occurrence, et donc d'être assez pertinent dans tout ce qu'on envoie dans QRadar. C'est vrai qu'après, il y a toujours la discussion de savoir qui s'occupe du filtrage. Est-ce que c'est la source qui s'occupe du filtrage ou les gens du SOC? Les gens du SOC vont dire « Ah, balancez-nous tout, c'est pas à vous de filtrer ». Mais dans la vraie vie, il faut quand même filtrer un peu au départ, parce qu'on a vraiment plein d'événements dans les journaux ou dans les logs qui ne concernent pas du tout la sécurité. Après, donc, reporting sur les événements et les déviations. Un point extrêmement important, c'est la partie déploiement et consolidation. J'ai quand même pas mal grande expérience, même des gros comptes internationaux, et c'est la première fois qu'on a abouti à quelque chose de très, très industrialisé sur, on va dire, l'écrasement des règles de sécurité, parce que c'est quand même quelque chose où, quand on appuie sur le bouton, quand on est en mode bloquant, ben voilà, faut pas se louper, quoi. Donc, faut assurer qu'il n'y a pas de disruption, de cassure en production quand on fait ce genre de choses. Il faut avoir confiance dans le processus. À partir de là, vous voyez, on n'avait toujours pas fait d'audit de sécurité ni de test de résistance. Je n'aime pas le mot pénétration, c'est plutôt de la résistance. Et donc là, on arrive quand même à des bons résultats. Bon, on a quand même des bricoles, mais on les a facilement réglés. Et à partir de là, donc depuis, on va dire 2023, je pense qu'on arrive en amélioration continue, mais comme on cherche vraiment l'état de l'art, on a toujours des trucs à faire, des petits machins fignolés. Voilà, c'est bien le détail, c'est toujours un petit peu plus long à faire, mais on a vraiment un truc super. Bon, là, c'est vrai que ça demande un petit peu plus de temps de gestion que l'autre compte. On a un administrateur qui est dédié à peu près à 3/4 de temps pour l'ensemble de toutes les partitions. Il y en a quand même pas mal. Et ça marche bien. Voilà, le projet 1. Donc, le projet 1, ça, c'est les résultats. Alors, bon, ce n'est pas exhaustif, mais c'est le résultat de la remédiation qu'on a effectuée. Donc, c'est tout ce qu'on a relevé et toutes les actions qu'on a engagées. Donc, on a passé de Q-Security 30 à 40 parce qu'effectivement, on a bénéficié d'une faille ici pour élever ses propres droits de la 30, la problématique des job D qui est assez récurrent au niveau 30. Donc ça, on a passé sans trop de problèmes.
On a renforcé les mots de passe, on a des possibilités restreintes, c'est pas forcément dans l'ordre de gravité. Les mots de passe par défaut, donc éradication, bien sûr, réduction des partages, droit public sur les profils, on va en parler, la 7.6 a un apport extrêmement important sur ces problématiques d'usurpation de droit. Les PTF, DDM, voilà, et puis les SSH. Donc en gros, ça c'est ce qu'on a fait en utilisant des changements dans les configurations, les commandes, les services SQL, etc. Et puis après, derrière, voilà, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? C'est toujours la grosse discussion. Effectivement, on a des problèmes de droit ouvert, droit public, droits spéciaux trop importants, pratiquement dire que c'est classique. Là, après, on se pose la question, on dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on va faire la remédiation? On sait que si on le fait, on est parti pour un projet extrêmement long, délicat, risqué. Et aussi, pendant ce temps-là, on est en exposition par rapport au risque extérieur. Donc là, effectivement, on peut se poser plein de questions. L'idéal, le monde idéal, ça serait de faire tout. Ça serait de remédier, bien sûr, à tout ça, de placer une couche de point d'exit. Mais l'avantage, c'est que là, on a dit, bon, on va déjà mettre la couche de point d'exit. Pourquoi? Parce que ça va déjà apporter assez vite une couche de protection qui va déjà être en place. Donc, c'est quand même important. Et c'est vrai que bon, je ne suis pas à dire qu'il ne faut pas régler les problèmes de sécurité et cacher, on va dire, la misère sous le tapis avec des points d'exit. Mais il n'empêche néanmoins que c'est une couche de sécurité qui est contextuelle et que la sécurité statique de l'OS ne pourra jamais atteindre. Donc c'est quand même important aujourd'hui de regarder les points d'exit un petit peu différemment. Il y a 10 ans, on les regardait un peu différemment. Aujourd'hui, ils sont vraiment un point essentiel dans la sécurité. Donc, on a mis en place les points. Bon, là, je ne vais pas trop détailler. On est passé 4 mois en mode simulation, c'est-à-dire qu'on observe, on commence à régler les règles, on règle aussi la profondeur des règles pour s'assurer qu'après, on va laisser une configuration qui est maintenable par le client et pas une usine à gaz, un truc qui va nous péter dans les doigts au bout d'un an. Et puis, à partir de là, une fois qu'on commence à être un petit peu à l'aise, on va doucement commencer à bloquer. Notamment, on va commencer par les points d'exit qui sont liés à l'authentification. Donc, on va commencer à verrouiller. Et puis après, petit à petit, voilà, on va verrouiller ensuite le deuxième niveau, qui sont les points d'exit qui vont régler, on va dire, le zéro trust, c'est-à-dire en fait tout ce que le profil il est censé faire et pas déborder. Par exemple, faire de l'ODBC sur des bibliothèques particulières ou alors faire des accès net serveurs dans un directory, des choses comme ça. Voilà, ça c'est ma grille de départ. Bon, il n'y a pas tout, mais c'est le plan général. Donc ce plan, c'est mon plan de test de résistance. Donc le principe, c'est quoi? C'est que je me mets à la place d'un utilisateur fonctionnel classique avec son poste de travail, mais je considère que son poste de travail s'est fait compromettre. Pardon, sinon, ça veut dire que voilà, je peux utiliser des outils comme du FTP, comme du SQL, bien sûr. Et là, en théorie, je prends un profil qui est aussi un profil fonctionnel. Mais là, ça n'avait pas trop de sens parce qu'ils avaient déjà trop de droits. Alors, j'ai mis l'exercice un peu plus bas et j'ai carrément enlevé le groupe. Et je suis parti avec un profil qui avait vraiment aucun droit, avec possibilité restreinte. Et j'ai essayé de voir tout ce qui pouvait rentrer. Donc, tout ce qui est rouge, ça veut dire que c'est rentré. Tout ce qui est rouge avec un plus comme ça veut dire que je suis rentré et que j'ai pu élever mes droits. Donc là, c'est plus embêtant. Et bien sûr, après, une fois que j'arrive à élever mes droits, après, je fais tout, quoi, évidemment. Donc, en général, les petits points où on peut élever ses droits ne sont pas nombreux, en fait, souvent. Mais après, voilà, il suffit d'un et vous cassez la machine, quoi. Donc, et là, en face, on a essayé de voir voilà, tout ce qu'il fallait qu'on fasse pour régler les points qui sont ici. Donc, on voit qu'effectivement, souvent, on a le choix entre les deux. Encore une fois, je ne fais pas une comparaison. J'essaye de voir qu'est-ce qui peut faire en sorte que je ne puisse pas faire ça. C'est vrai que le point d'exit, lui, il peut interdire, par exemple, la découverte. Si je suis malveillant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par découvrir. Donc, découvrir, c'est, par exemple, utiliser des services SQL qui vont permettre de regarder c'est quoi les profils, c'est quoi les bibliothèques, c'est quoi l'IFS, les partages, tout ça. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de services SQL qui sont public use. Énormément, c'est impressionnant. Donc, en fait, la phase de découverte,
les droits ne peuvent même pas agir sur cette partie-là. Seulement les points d'exit peuvent. Philippe, si tu n'es pas d'accord ou si tu veux dire des choses. Non, non, je sais, mais. Je note. Ah, tu notes. Ok, super. Non, mais intervenez aussi, hein, bien sûr. Pas de problème. Bref, voilà. Donc, du coup, c'est tout rouge. Mais après, donc, quand on a pris la décision ici de mettre les points d'exit, mais pas toujours, hein, on voit bien. Par exemple, ici, là, quand j'ai pu ajouter l'OBJ à mon profil, donc j'ai élevé mes droits, c'est parce que j'ai bénéficié d'une JobD non sécurisée. Donc là, la remédiation au niveau 40 m'a fermé cette porte. Hein. Donc attention, je ne dis pas que les exit points font tout, mais on voit quand même que ça, par exemple, toute la partie découverte, c'est fini. Hein. Ils ne peuvent plus rien chercher. Hein. Si on voit qu'il y a un comptable qui bricole avec des services SQL, bah, c'est vraiment pas normal, quoi. Donc, boum, c'est dehors. Tac, même pas de discussion. Sauf si c'est bien sûr un service SQL qui est embarqué. Ça. Après, c'est à nous de le voir en analysant les fonctions, les call stacks et des choses comme ça. Donc là, bah, c'est plutôt une réussite, on va dire, puisque effectivement, l'objectif est atteint. Projet assez bien ficelé, paf. Pareil, toi, tu connais bien aussi les points d'exit, donc si tu veux participer, n'hésite pas. Projet numéro 2, donc là, c'est un truc un peu lourd. Donc, ils ont débuté en 2019, donc il y a eu un POC sur outillage, là, bon, recherche d'outillage, etc., allocation. Ils ont défini des macro-objectifs. Dans les macro-objectifs, c'est ça. Bon, il y en a d'autres, mais donc l'intégration du monde IBMI au SOC, ça c'était imposé par la maison mère. Les remédiations, bien sûr, les reportings d'événements et les déviations. Ça, j'insiste toujours sur les déviations, hein, parce que quand on a verrouillé un truc, il n'y a rien de pire qu'il y ait un admin qui vient derrière et puis qui a ouvert le paramétrage parce qu'il y a eu un problème en production puis qu'il n'a pas remis. C'est malheureusement, ça arrive souvent, ces cas-là. Et puis qui a oublié de le remettre. Donc, les déviations, c'est important de vérifier ça. La couche de contrôle d'accès, béton. Les comptes à privilèges, pareil, là, vraiment, c'est hyper contrôlé chez ces gens-là. Et là aussi, bon, on verra, on va détailler ça, tout ce qu'on a fait ici. Là, on a sécurisé aussi toute la partie versionning. Et voilà. Ici, on a utilisé des logiciels en majeure partie, mais également des services SQL. Voilà. C'est vrai que les services SQL sont vraiment géniaux pour faire de la remédiation. C'est vraiment top. Voilà. Donc, OK, donc l'idée de ce groupe-là, c'est vraiment de se mettre en conformité avec les directives du groupe. C'est de trouver en fait une stratégie de sécurité, mais qui reste, c'est pas une usine à gaz, qui reste maintenable dans le temps, lisible, claire. Ils ont déjà eu par le passé des expériences, ils se sont retrouvés avec des machins, des usines à gaz de partout, et ils savent que voilà, c'est pas là qu'il faut aller. Donc il faut trouver la bonne granularité pour que dans le temps, il n'y a pas d'obsolescence dans les règles et c'est toujours efficace au bout de 5 ans. C'est ça l'idée. Bien sûr, après, derrière, on doit mesurer toutes nos actions. Là aussi, c'est important, la piste d'audit, les effets de bord, et ainsi de suite. Donc là, il existe, je crois, pratiquement aucun profil sans groupe, où il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est la règle. Donc, chaque profil fait partie d'un groupe, que ce soit pour un héritage de droit ou pour un marquage, simplement. Que nous, en fait, dans nos processus d'élévation de droit, de contrôle d'accès, on va se baser parfois sur des groupes. Pas toujours, mais parfois. Bien sûr, les PTF, on en reparlait tout à l'heure aussi. Et puis là, également, tous les IP fixes sont dans un espèce de répertoire qui sont documentés. Et alors, non seulement, bon, ça existe ça déjà, mais on va aussi carrément jusqu'au compte de service avec un S, associés à ces IP fixes, s'il y en a. Donc, on les décrit et on dit, bah voilà, sur cette IP-là, c'est quoi la typologie, c'est quoi comme type de serveur, c'est de l'UAT, c'est de la recette, c'est de la prod, et c'est quoi le ou les comptes de service associés, et surtout, qu'est-ce qu'ils font comme protocole. Enfin, surtout. Donc, avec ça, ça nous donne une bonne cartographie de comment on va piloter un peu tout ça, quoi. Parce qu'après, il va y avoir des problématiques d'isolation, en plus. La chronologie, on a démarré en 2020, donc voilà, installation de base, stack, reporting, toc, 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 machin. Ici, boum, en octobre 2021, il y a la Red Team qui a chopé un script sur un serveur Linux et ils ont réussi à décoder le mot de passe et ils se sont connectés en serveur 5250 dans la banque à Londres.
et ils nous ont montré que Et donc nous, on était déjà encore en mode, on n'était pas en mode bloquant. Donc on avait déjà identifié que en fait ce compte de service-là ne devait pas faire du 52-50. Et donc on l'avait déjà en log rouge chez nous. Donc après, donc en contrôle passage en mode bloquant en 2023, voilà, ce truc-là n'aurait jamais pu se passer. Depuis octobre 2021, les Red Teams qui ont bien frimé à cette époque, plus rien du tout. Ils n'arrivent plus à rentrer dans l'IBM. Et depuis, voilà, on est maintenant en mode on va chercher le top. Voilà, là je fais une petite pause. D'ailleurs, il faut que je fasse gaffe à l'heure quand même. Je fais une petite pause, c'est juste pour introduire 2-3 sujets qui me paraissent importants. Voilà, c'est ça, c'est les software supply chain attack. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler. Si je suis par exemple malveillant, que je veux attaquer un hôpital, soit je peux attaquer l'hôpital en frontal, ou soit je peux me dire aussi que le logiciel d'admission des patients à l'hôpital, il n'est peut-être pas si bien sécurisé que ça, enfin l'éditeur. Et si j'arrive à hacker le logiciel, peut-être que je peux choper 100 hôpitaux. C'est un peu ça l'idée du software supply chain attack. Donc du coup, je suis allé où ? Du coup, je me suis amusé à regarder les logiciels parce que c'est vrai que depuis que j'ai commencé, l'approche du contrôle, souvent d'accès, c'était surtout basé sur les utilisateurs et on avait la fâcheuse habitude de dire il ne faut pas trop emmerder les comptes de service parce que les comptes de service, il y a du SLA, il y a de la performance, il y a de l'impact, machin, puis bon, voilà, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Mais en fait, quand on regarde ça, donc là, on s'est amusé à faire un exercice, à compter les CVE. Alors là, on les a pas recomptés juste avant cet événement-là, mais ça date d'avril 2025. Donc en avril 2025, ça, les CVE, c'est Common Vulnerability and Exposure. Et on est vraiment ébahi par les scores énormes des logiciels de sécurité qui sont pleins de bugs et plein de failles énormes. Donc ça fait quand même un peu peur. Du coup, on est un petit peu obligé de changer notre fusil d'épaule dans la stratégie et de se dire qu'on ne va peut-être pas les laisser quand même faire ce qu'ils veulent sur les machines. On parlera du cas de SolarWinds un peu plus en détail tout à l'heure, mais bon, voilà, en gros, en général, un compte de service, malheureusement, il a souvent, notamment ceux qui gèrent tout ce qui est automatisation, sécurité, sauvegarde, machin, ils ont des droits étendus. Donc, si on arrive à choper un compte comme ça, on est vraiment le roi. Et puis, il y a des autoroutes et il faut... Voilà, si on arrive à exfiltrer, si on est malin, si on n'est pas un gros bœuf en essayant de pousser tout en une fois, mais si on fait des petites sorties comme ça délicates, peut-être qu'on ne va pas se faire choper, quoi. Donc voilà. Et ici, ce qui est toujours inquiétant un peu, c'est ce type de diagramme où là, vous voyez en fait les résultats des attaques. Donc il y a pratiquement un quart des attaques où le client ne sait pas l'origine de l'attaque. Plus de la moitié qui est à cause de social engineering et parfois même des attaques qui sont liées sur des vulnérabilités connues. Ça veut dire que le client il n'a pas patché. C'est quand même beaucoup. Si on regarde un peu l'historique dans notre monde à nous, moi c'est vrai que quand j'ai commencé avant 2015, j'étais un peu l'évangélisateur, quoi, parce que les gens ils disaient ouais l'IBM, problème, personne ne connaît, machin. Et puis là, c'est vrai que quand on a, je ne sais pas si Philippe, tu te souviens, 2015, quand le Polonais, là, Bart Kulak, il a fait sa session au DEFCON, c'était vraiment un gros choc dans la communauté, vraiment un gros choc. Et d'ailleurs, relisez les newsletters de IT Jungle de l'époque, où vous avez Carol Woodbury et Bart Kulak qui s'empoignent, c'est le mot est gentil, qui s'empoignent par IT Jungle interposé. Eh ben, même en relisant ça, parce que j'ai présenté ce slide il y a 6 mois, en relisant les écrits de l'époque, c'est toujours vrai aujourd'hui. Donc, c'est intéressant d'y relire. Bon, bref, en tout cas, là, il s'est passé quelque chose, un séisme ici. En 2016, un séisme encore plus important qui n'a pas trop impacté la France, mais là, c'est une compagnie d'eau aux États-Unis qui s'est fait hacker par des activistes. Ils ont pris le contrôle de l'IBMI via un logiciel SCADA et ils ont mis du poison dans l'eau potable. Et en fait, désolé pour IBM, c'est des serveurs Windows redondants qui ont trouvé le problème et qui ont coupé les vannes.
Ah ouais, c'est un truc. Ici, ça n'a pas trop fait de bruit, mais aux États-Unis, pendant 2 ans, ils ont été. Enfin, c'était l'horreur, hein, ce truc. Et c'était sur un système SCADA sur IBM. Bref, tout ça pour dire que voilà, à partir de 2017, le Large User Group a commencé à vraiment prendre les choses au sérieux et a dit à IBM, il faut vraiment qu'on bosse sur la sécu. Il faut faire quelque chose. Et après, à partir de 2021, là, on a eu le gros hack, la première fois qui a touché notre communauté, SolarWinds qui s'est fait hacker, l'éditeur, où donc il y a des mecs qui sont rentrés dans le code source et qui ont mis des saloperies dedans. Et du coup, ils ont attendu que les mises à jour soient propagées et ils ont attaqué ensuite avec cette backdoor plus d'une centaine de clients, je ne sais pas combien. Donc ça a été aussi une catastrophe. Pareil ici, on n'en a pas beaucoup parlé, mais là-bas aux États-Unis, beaucoup de clients, moi mes clients j'en avais pas mal sur SolarWinds, c'était vraiment la panique. Donc voilà, SolarWinds, premier cas de software supply chain attack, touché l'IBMI indirectement, enfin en tout cas notre communauté, et en fin d'année, là, le bouquet final, voilà, le Log4j. Mais j'ai trouvé que le Log4j, c'était bien parce qu'il y a eu une très bonne réaction de la communauté. Les gens de Rochester ont été rapides à filer des astuces, des idées pour aller détecter les problèmes. Donc là, il y a vraiment eu, les éditeurs de logiciels ont vraiment fait aussi un bon boulot. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était au contraire quelque chose qui nous a un peu réveillés, quoi. Donc voilà, on a plutôt été réactifs sur cette partie-là. Et puis donc après, on a eu voilà, après il y a eu tout un tas de newsletters et on a eu la Zero Day aussi dans Go Anywhere. Beaucoup de comptes IBMI, peut-être certains d'entre vous, utilisent Go Anywhere. Et là, on a eu aussi une énorme faille dans Go Anywhere en 2023. Bref, et ça en est suivi après quelques séries de newsletters et notamment la société, je crois, c'est hongrois, qui font du travail de pénétration assez intéressant, qui ont découvert pas mal de CVE. Ça s'appelle Silent Signal. Et voilà, donc du coup, eux-mêmes, ils disent que en fait, le design de l'OS, c'est pas ça. Notamment les problématiques de liste de bibliothèques. On en a parlé hier en formation. Même dans l'OS, c'est un problème, alors que IBM dit que, attention, sur les adoptions de droits et l'utilisation de listes de bibliothèques, c'est pas recommandé. Mais pourtant, c'est une pratique que tout le monde fait. Je veux dire, je suis sûr que ici, dans cette salle, il y a très peu de gens qui font des appels qualifiés dans des bibliothèques. Peut-être qu'il y en a, hein, mais c'est rare. Bon, voilà, eux, en tout cas, ils disent, en finale, une couche de point d'exit, finalement, c'est pas mal. Voilà, et ça, c'est donc toutes les CVE de 2025 que j'ai répertoriées. Vous voyez, la plus récente. Hein, voilà, j'ai fini mon travail ce week-end. Pof, boum. Et ça, c'est quand même du costaud. Donc voilà, ici, j'ai fait un petit récap de toutes les CVE par niveau. Donc là, tout ce qui est supérieur à 7 au niveau criticité, score, et 9. Donc là, on est quand même malheureusement assez haut cette année. Donc, conseil, patcher sans tarder. Celle-ci, par exemple, du 31 octobre, c'est un de mes amis qui a voulu dérouler un script que je lui avais filé, un script de pénétration. Il s'est gouré dans le script et en fait, il a trouvé une faille énorme qui est d'une facilité déconcertante d'utilisation. Et donc, je vous conseille très vivement de patcher ça vite, 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 parce qu'il y a peut-être des gens qui l'utilisent sans que vous le sachiez, quoi. Donc, patcher vraiment vite. Alors, c'est vrai que si on lit la description du CVE, IBM ne donne jamais de description de savoir comment on l'utilise, hein, évidemment. En général, d'ailleurs, IBM, quand il publie ça, il publie les patchs avec. Hein. Je crois que j'ai vu qu'une seule fois où il y a une solution de contournement, mais c'est pour de l'open source. Sinon, quand c'est publié là, il y a les PTF. Bon, voilà, là, c'est juste pour dire sur la liste des bibliothèques. Là, si vous cherchez unqualified dans la liste des CVE, il y en a quand même pas mal, et souvent à des gravités assez élevées. Bon, voilà, ici, on voit bien que tout ce qui est commande de manipulation de liste, c'est souvent public use, donc c'est quand même assez facile de manipuler sa liste de bibliothèques. OK, il y a la limite capabilities, mais bon, on voit bien qu'on peut passer quand même outre. La limite capabilities ne fonctionne quasiment qu'en 52-50. Voilà, OK, donc ça, c'était la fin d'un petit intermède, pas musical, mais
Donc, la technologie qu'on a mis en place chez ces deux clients qui portent ses fruits, c'est les points d'exit. Donc, ça complète bien la sécurité native. Voilà, il y en a une qui est contextuelle et une autre qui est statique. Quand je dis contextuelle, c'est qu'en fait, on va analyser tout un tas de paramètres, des IP, des jobs, des call stacks, des utilisateurs, bien sûr, mais aussi on va aller fouiller dans le select, s'il y a un select, on va regarder les fonctions, les protocoles, et là, on peut faire une liste blanche multicolonne et dire, bon, bah, voilà, là oui, là non. Alors que l'object level security, c'est statique, c'est utilisateur, objet, ressources. En gros, bon, il y a d'autres trucs à côté, mais c'est assez basique, quoi. Ça c'est pas suffisant. Le point d'exit est sollicité en premier, donc ça c'est très important aussi. Donc on peut barrer un QC-CoFR si on estime que le contexte de son utilisation n'est pas légitime. Et voilà. Et par exemple ici, voilà un exercice intéressant, c'est quand imaginons dans une log, on capture un select, par exemple. Donc on voit un QZDS ou init, un select, etc. Comment savoir, en fait, en regardant ça, si ça c'est juste un select contrôlé dans une application Java ou si c'est une exfiltration de données. C'est pas évident, parce qu'en fait, en regardant juste QZDA, SOINIT et le select, on n'est pas forcément capable de le savoir. Donc là, va venir justement un élément que je vais vous présenter tout à l'heure. Ça, c'est pour vous donner aussi des idées pour améliorer votre sécurité, qui va nous aider à savoir d'où ça vient. Source, la vraie source. Donc, dans les points d'exit, on a des familles liées à l'authentification, aux transactions, aux commandes, before, after, les ouvertures de fichiers DB2, c'est super génial. Ça permet vraiment, si vous avez des données confidentielles dans des fichiers, de pouvoir garantir que vous êtes vraiment béton sur une utilisation en dehors d'une application et que vous contrôlez bien que voilà, la personne qui veut faire un accès direct au fichier, il doit montrer patte blanche. Nous, en tout cas, on va le choper. Donc ça, c'est bien. Et depuis la 7.5, là, c'est très peu utilisé, c'est bien dommage. Et on a aussi maintenant ça sur les stream files, dans l'IFS, avec deux attributs sur la directory ou sur le fichier stream. Je ne vois pas beaucoup de gens l'utiliser. C'est le pendant des fichiers DB2. C'est vraiment bien. Ensuite, vous avez les sockets apparus en 7.1, assez délicats à utiliser. En tout cas, j'ai discuté avec une personne la semaine dernière. Je lui ai dit, il ne faut pas se planter dans les sockets, vous pétez une machine. Et le mec, il m'a avoué, il m'a dit, ça m'est arrivé. Je me suis gouré dans mon programme et en fait, j'ai perdu la machine. Voilà, les sockets, il faut faire attention. Et ensuite, ceux liés au moteur SQL. Et puis, bon, il y a des trucs exotiques. On n'a pas le temps de... L'idée ici avec les points d'exit, c'est d'avoir une approche, on va dire, du complément, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la sécurité. J'entends trop souvent des fois des clients exprimer un besoin du style « j'ai besoin de sécuriser ODBC, j'ai besoin de sécuriser FTP ». Moi, je leur dis « mais c'est pas ça qu'il faut sécuriser, c'est les données, c'est pas FTP. FTP, c'est un moyen de contexte, mais à la limite, je dirais que FTP, c'est un protocole comme l'IP. Pourquoi vous mettez FTP plus fort que l'IP? Non, c'est tout ça qui va vous permettre en fait de dire que c'est pas un accès légitime. Donc c'est bien vos données qu'il faut protéger. Donc en fait, on va réorienter le sujet en disant non, on va protéger l'authentification, quelle que soit la méthode, du RegSec, du FTP, du 5250, de l'ODBC. On va protéger du DB2, du SQL, du DDM, du DRDA, du NetServer, puisqu'on peut passer dans Q6.lib via NetServer, etc. Donc là, voilà, on va organiser en fait ce qu'on a envie de traiter, et puis à partir de là, on va organiser nos listes. Et on va dire, par exemple, sur tout ce qui est partie authentification, si j'ai un compte de service, donc, il est puissant, il est important pour mon business, là, je vais vraiment bien le sécuriser. Je veux dire que quand je le vois s'authentifier, eh ben, je dois mettre son profil, son IP, son protocole dans la liste blanche. Et il doit vraiment passer par ces trois-là pour pouvoir rentrer. Par contre, si c'est des comptes fonctionnels, bien sûr, je vais plutôt travailler sur profil de groupe. Parce que, voilà, si j'ai 1000 utilisateurs dans la compta, je vais prendre le groupe compta. Et là, je ne vais pas aussi travailler sur des IP fixes. Bon, après, ça pourrait, pourquoi pas. Mais ce n'est pas ce qu'on rencontre, c'est souvent des IP dynamiques. Donc là, on va mettre des ranges et puis des protocoles.
Donc ça marche bien, mais on est quand même tributaire de ce qu'IBM nous met à disposition. Et je peux vous garantir que les points d'exit d'IBM, c'est pas terrible. Bah, c'est aussi pareil lié à un historique. Hein. C'est comme nos applications. Dans l'OS, il y a un historique. Donc le point d'exit FTP, il ne ressemble pas du tout au point d'exit ODBC qui lui-même ressemble en rien au Job Notify. Enfin, c'est tous des trucs différents. Donc on doit, nous, gérer ça. Et puis on a des trous dans la raquette aussi. Et c'est ça, il n'y a pas de point d'exit, par exemple. Et NetServer, c'est très, très incomplet. Bref, du coup, on fait ça et après, donc derrière, on gère la structure de nos règles en fonction des actions qui vont être faites. L'idée, c'est d'approcher le zéro trust parce que voilà, zéro trust, c'est quand même quelque chose de, c'est pas juste un mot à la mode derrière, c'est vraiment quelque chose d'efficace en matière de sécurité. Il faut essayer de se rapprocher de ça. Ok, maintenant je vais expliquer un peu des trucs en plus qui sont intéressants. Tout à l'heure, je vous ai parlé du select. Le select qui est dans une application Java, c'est pas la même chose que quelqu'un qui fait ça sur un Run SQL script et puis qui télécharge le contenu dans un fichier Excel et qui part avec les données. Du coup, vous avez ce qu'on appelle dans SQL les registres clients. Donc en fait, si vous arrivez à récupérer en plus de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait cette partie-là, profil, IP, protocole, déjà là, c'est bien, hein, si on est déjà bien blindé ici. Et si en plus on rajoute un quatrième critère pour le SQL, parce que ça ne marche pas pour le reste, ici, eh ben, ça va nous permettre, par exemple, de dire, Samir, il peut faire, par exemple, un select sur la table quand ça vient de l'application Java qui s'appelle Bank Vision, machin, truc bidule. Par contre, s'il fait ça depuis Excel, je vais bien voir le registre client qui s'appelle Excel. Là, non. C'est quand même intéressant. Voilà. Après, il y a toutes les commandes qui lancent du SQL aussi. Donc, les Run SQL, les Start SQL, les Run SQL Statement, éventuellement des commandes que vous auriez aussi fabriquées vous-même. On va être capable d'aller dynamiquement déclencher des programmes d'exit sur le moteur en direct et avec du blocage possible. Ça aussi, c'est important. Voilà. Et avec une combinaison sur les élévations de droits, les tickets, par exemple. Je suis administrateur, j'ai tous les droits, mais alors, bon, je sais, hein, le change sysval, il est déjà bloqué dans SST, mais imaginons qu'il ne soit pas bloqué dans SST ou que l'administrateur l'ait débloqué, peu importe, il va changer une valeur système. Nous, derrière, on va bloquer cette commande dans les règles logiques du contrôle d'accès et on va dire, si tu veux changer une valeur système, ou on pourrait même dire, voilà la liste des valeurs système critiques, si tu veux changer l'une d'entre elles, tu dois montrer patte blanche. Donc, tu dois fournir un ticket. Tu dois expliquer pourquoi tu le fais. Et après, une fois que tu auras fait ça, tu pourras changer la valeur système. Alors, un DFU sur un fichier de la banque en direct, pareil, blocage du DFU, tu dois aussi produire un ticket parce que tu vas modifier un fichier en direct. Autre chose aussi qui ne sont pas trop compliquées à faire et qui sont utiles, c'est quand on analyse un incident, on est lundi matin, on a un incident en prod, on fouille dans les journaux, on a quand même beaucoup d'informations, mais parfois dans les journaux, on n'a pas tout. Donc des fois, le reste, il y a des petits messages très intéressants dans les job logs. Malheureusement, les job logs, on les a pas. Enfin, c'est toujours un peu la galère des job logs parce que quand on l'a pas et qu'on en a besoin, on est vraiment. Donc du coup, on pourrait imaginer aussi de forcer d'une manière transparente des end jobs avec une option liste pour certains utilisateurs, obligés, même pas, mais en fait le faire à leur insu pour collecter les job logs. On peut même aussi après éviter qu'ils puissent supprimer leur job log avec un délai de rétention en particulier. Mettre aussi le point d'exit sur le delete spool file pour les job logs. Des fois, sur les utilisateurs, j'entends dire des clients qui disent il faut garder les utilisateurs même s'ils sont disable parce que j'en ai besoin, l'auditeur demande pour les pistes d'audit. C'est pas possible. Aujourd'hui, on a des possibilités de supprimer des utilisateurs, de faire un facile point d'exit avec un petit user, un select user info qui correspond à l'utilisateur qu'on va supprimer, le rajouter dans un audit trail.
C'est très facile à faire et ça vous permet de nettoyer votre système et de ne surtout pas garder des profils même disable. Hein. C'est pas bon de garder des profils disable. On peut toujours les utiliser en batch, donc il faut les enlever. Voilà, c'est des petits trucs que vous pouvez fabriquer vous-même, hein, pas de souci. Après, un autre truc important, c'est la log. Parce qu'en fait, ces programmes d'exit-là, ils vont non seulement être une barrière, mais ils vont être aussi une piste d'audit. Donc là, on a intérêt, pareil, à avoir une piste d'audit propre parce qu'on va capturer des choses qui n'apparaissent nulle part ailleurs. Voilà, alors, ils peuvent apparaître un peu dans par exemple, les SQL cache, dans les DBMon, bien sûr, hein, mais la capacité qu'on a là, c'est d'avoir en même temps le blocage et le log. Donc là, après, derrière, on a la possibilité de définir exactement ce qu'on veut garder dans la log. Bien sûr, toutes les transactions rejetées, et après, des transactions sur des contextes particuliers. Ça évite de, par exemple, laisser capturer des millions d'entrées dont ce qu'ils font, c'est exactement 1 million de fois la même chose. Donc, on va pas les traiter, quoi, par exemple. On va juste traiter des cas un peu particuliers qu'on va garder dans la log. Un petit truc sur le point Job Notify. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui se sont amusés avec ce point-là, mais parce que la problématique du 52-50, quand j'ouvre une session 52-50 que je veux contrôler en fait que cet utilisateur, souvenez-vous tout à l'heure, la Red Team qui a fait un accès 52-50 avec un compte de service, comment je peux bloquer ça? Le telnet, non. Hein. Parce que le telnet, c'est un point d'exit qui arrive quand on affiche la mire d'ouverture. Bon, OK, il y a des cas particuliers où quand on est du SSO, machin, on peut capturer l'utilisateur, mais ce n'est pas 100%. Moi, je cherche 100%. 100%, c'est Job Notify. Malheureusement, Job Notify, c'est un truc qui passe par une data queue asynchrone, qui n'est pas bloquant. Donc, il faut après arriver à simuler un mode bloquant à l'intérieur. Voilà, on a fait tout ce boulot, mais c'est vrai que c'est génial parce que voilà, on bloque le 52-50 et on voit beaucoup de gens qui s'amusent avec des comptes de service dont ils se connaissent le mot de passe et ils signent avec en 52-50 pour faire des trucs pas forcément malicieux, hein, mais voilà, parce que ça les arrange. Donc, on est assez strict là-dessus. Ce que le client voulait aussi, c'est vraiment une isolation parfaite des environnements. Je ne sais pas si vous avez entendu des histoires, par exemple, des banques qui envoient des faux relevés de clients à des vrais clients. C'est déjà arrivé, moi, un de mes clients, il y a une dizaine d'années. Isolation des environnements, ça c'est super important, là, en fait, parce qu'il y avait une machine de UAT qui discutait avec une machine Linux de production et qui a balancé des faux relevés à des vrais clients. Donc voilà, isolation, une prod, discuter avec une prod, un UAT, un SIT, et sûrement pas. Et quand il y a des passerelles, parce qu'évidemment qu'il y en a, là, c'est vraiment très strictement contrôlé quand on passe de l'une à l'autre. On doit vraiment montrer patte blanche. On parlera de la 7.6 aussi, submit job. Si je fais par exemple, je suis au LBJ, je fais un submit job, delete lib, user, Philippe Bourgeois. Eh ben, ça va être Philippe Bourgeois qui va faire le delete lib en mon nom. Donc, ce qu'on appelle en anglais impersonation. Du coup, là, on a capturé les commandes submit job et on contrôle tous les gens qui utilisent le paramètre user, même s'ils sont l'OBJ, on les bloque. On passe par une liste blanche aussi qui permet vraiment de s'assurer qu'ils sont dans des conditions légitimes de faire un submit job avec un autre utilisateur. Ils utilisent un logiciel de DevOps et donc ce logiciel-là, les développeurs, ils se régalent, ils font des qualifications de commandes pour passer outre les blocages. Donc pareil, on a remis des points d'exit autour des commandes qui permet aux développeurs de plus jamais passer outre les règles de ce logiciel de DevOps. Voilà. Donc l'idée, c'est que là, il y a beaucoup de volume. Il me reste 15 minutes. Beaucoup de volume chez ces clients-là, énormément. Donc, et on est en mode bloquant partout, donc il faut être réactif. On a mis des sondes sur la log des points d'exit. Donc, ils reçoivent tout un système d'alerting qui leur permet de réagir vite en cas de blocage. Et on a aussi une console qui surveille toutes les partitions globalisées en auto-refresh. Mais c'est ça le point qui me paraît le plus important parce que c'est la première fois qu'on arrive à un aboutissement important de ce genre d'exercice qui est de dire que
je veux centraliser toutes mes règles de sécurité sur une machine d'admin et je veux pouvoir balancer mes règles alors que je suis en mode bloquant partout. En fait, pratiquement, je crois que je ne suis même pas sûr que je connais un client qui fait ça. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on a tagué toutes nos règles sur la machine d'administration pour se poser la question de savoir quelle typologie de machine cette règle s'adresse, quel pays, quel core banking. Voilà. Donc, en fait, avec ça, on arrive à mesurer le périmètre, le scope de la règle et on va calculer exactement où j'envoie ma règle et que je vais appliquer sur les bonnes machines. Tac, tac, tac. L'élévation de droit, c'était aussi un sujet très important pour eux. Donc, ils ont bien sûr des administrateurs, des développeurs, des fois des consultants externes bancaires qui se connectent, des prestataires, moi par exemple, des prestataires techniques qui ont des droits élevés. Bon, il y avait tous ces gens-là, population à risque, d'après le SOC, qu'il fallait vraiment encadrer très fortement. Donc, du coup, pour certains d'entre eux, pas tous, mais certains d'entre eux, on a réussi à enlever leurs droits permanents. Et donc, ils passent par une règle d'élévation de droits contrôlée qui leur permet d'acquérir ces droits de manière temporaire pendant une durée limitée. Et bien sûr, tout ce qu'ils font, c'est loguer, etc. Ils sont arrivés à faire un truc que même les gens du mainframe nous envient, c'est qu'on arrive à mettre un numéro de ticket sur l'IBMI quand on fait la demande d'élévation. Ça envoie des web services sur le système de ticket. On va vérifier un certain nombre de paramètres au niveau du ticket, que ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Et si c'est bon, à ce moment-là, l'élévation est autorisée et donc la personne travaille normalement avec des droits élevés. À la fin de sa session élevée, on va capturer tout ce qu'il a fait, on prend les SQL, les commandes, les écrans, et on va mettre tout ça dans le ticket. Et les mecs du mainframe, quand ils ont vu ce qu'on faisait, ils n'arrivent pas à faire ça. Donc c'est intéressant aussi. Voilà. Et aussi, on a réussi à faire un truc comme ça aussi qui est intéressant. Imaginez par exemple un développeur en production, il est censé n'avoir que des droits de lecture sur la prod et il doit corriger un truc dans l'IFS. Il doit manipuler des choses dans l'IFS, par exemple, vraiment modifier des choses. Il n'a pas les droits. Donc là, l'idée, c'est de ne pas lui donner... Enfin, il n'a pas les droits. Il n'a pas les droits par le programme d'exit. Il est bloqué par le programme d'exit. Donc l'idée, c'est de lever ce blocage. Donc là, il va déclarer sur quel répertoire il va travailler. Il va produire aussi un ticket et on va lever les droits d'accès le temps qu'il fasse ces modifications par net server ou par quoi que ce soit. Et quand il a fini, on referme. Et c'est logué. Donc, du coup, l'idée, c'était de trouver quand même des capacités de sécuriser, mais sans embêter trop les gens. Voilà, c'est ça, c'était toujours trouver le bon équilibre. Mais comment tu sais que tu as terminé? Eh ben, en fait, c'est lui qui décide, qui va faire fin de session, c'est lui qui le dit. Enfin, il y a deux choses. Soit c'est lui qui le dit, soit il a atteint un maximum de la règle, parce qu'on peut mettre aussi un seuil, enfin une limite, pardon, ou soit parce que si le type il casse sa session, nous on est quand même à l'intérieur des call stacks et en fait à l'intérieur du job, on est capable quand même de fermer proprement et de remettre les règles en l'état où elles étaient. C'est pas sur le ticket qui va clôturer le ticket pour dire qu'il a terminé. Ensuite, Ben non, parce qu'après, nous, on est un peu indépendant du ticket parce qu'on ne sait pas s'il n'a pas d'autres actions à mener. Tu vois, dans un même ticket, on peut même imaginer qu'il peut faire plusieurs élévations. Quoi. Il peut se connecter 3-4 fois pour régler son problème. Ça, nous, on contrôle. On pourrait imaginer, mais encore une fois, l'idée, c'était pas trop d'embêter les gens parce qu'après, eux, ils ont un processus d'ouverture de ticket. Donc, si tu clôtures là, il faut réouvrir le ticket alors qu'ils n'ont pas fini le boulot. c'est stressant, ça. Laisse tomber. Voilà, élévation de droit. Ça, c'est le schéma global. Bon, je ne vais pas non plus vous embêter avec tout ça, mais voilà, on met des barrières à chaque fois qu'on peut, sans pour autant embêter les gens, mais l'idée, c'est vraiment de contrôler. On a appris ce qu'ils sont censés faire dans le monde légitime dans lequel ils travaillent, donc on sait mettre des barrières. Voilà, donc du coup, on sait que quand ils dépassent la barrière, on est capable de réagir et de bloquer parce qu'ils ne sont pas dans ce qu'on a appris qu'ils faisaient.
Et là aussi, c'est important, toujours l'isolation et tout ce qui est fait. Ah ouais, l'écran est coupé, mais ça balance dans QRadar. Tout ça, boum, ça tombe dans QRadar, presque pas en temps réel, mais je crois que l'itération, c'est 5 minutes. Voilà. Bon, j'ai fini. Maintenant, il nous reste 10 minutes, 9 minutes. Donc, j'aimerais vous dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux ou différemment avec la 7.6. La 7.6, c'est vraiment une vraie bonne version en sécu. Franchement, il y a plein de trucs. Alors, c'est sûr, tout le monde se focalise sur MFA. Actuellement, il y a une session MFA. Donc, moi, j'ai beaucoup joué avec quand c'était pas encore tout à fait sec. Mais voilà, donc MFA est dedans, c'est gratuit, donc ça fonctionne dans l'OS, mais ça fonctionne aussi dans SST. Ça se déclenche à la demande par utilisateur. Ça ne fait que du TOTP, Time Based One Time Password. Donc, c'est quand même un protocole qui, dans certaines réglementations, est considéré comme faible. Donc, ils ont inventé un truc que je vais présenter après, point d'exit, qui va permettre de faire plus si besoin. Vous avez besoin de rien du tout. Hein, c'est du Google Authenticator. Hein, donc, vous enregistrez, vous préenregistrez vous-même, paf. Une fois que vous êtes enregistré, il n'y a pas besoin d'infrastructure au milieu. L'IBMI est capable directement d'aller vérifier le token direct. Donc ça, c'est quand même sympa, c'est facile à faire. Alors bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est facile à faire, mais il y a plein de petits cas particuliers, donc faites gaffe. Faites gaffe si vous le faites, il y a des interfaces où ça ne marche pas bien. Donc voilà. J'ai cassé mon embout en fait dans le train et j'espère que ça va aller. C'est pas grave, je vais éviter. Ouais, c'est bon. Si vous voulez aussi, faites attention à la persistance, un petit conseil. Donc, il y a une notion de persistance, c'est-à-dire de durée du MFA. Donc, il faut un peu jouer avec ça. C'est pas forcément évident. Et puis, on s'attend à des modifications qui vont venir. Ils sont encore en train de bosser dessus. C'est tout frais. Hein. Donc, voilà. Deuxième truc, moi, que vraiment j'adore, c'est ce point d'exit-là. En fait, je le demande depuis 10 ans. Et donc, c'est un point d'exit universel, QIBM, QC, haute. Il est sur toutes les authentifications. Et c'est ça, je compris. NetServer, tout. Il est par contre activé par utilisateur. Donc, ça veut dire que vous devez positionner la valeur étoile RecFac au niveau du profil. Bon, ce n'est pas forcément un gros problème en soi. Bon, par contre, c'est vrai que le comportement est très différent des autres points d'exit où quand ils démarrent, ils ne sont pas sélectifs. Quoi. Donc, là, c'est la première fois qu'on a un point d'exit sélectif. Bon, il y a des méthodes pour le gérer, ce n'est pas forcément un gros problème. Il est indépendant de MFA, donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que voilà, moi, ma préoccupation des comptes de service, je peux la traiter. Parce qu'autant, je ne peux pas mettre du MFA sur des comptes de service, mais je peux mettre des points d'exit sur des comptes de service. Donc ça, c'est un énorme apport. Je peux vraiment être très bon sur ma protection des comptes de service. Et si j'ai besoin d'aller chercher des réglementations AA, L2, L3, c'est des réglementations dans le dernier bouquin de NIST sur les compliance authentication, où TOTP n'est pas recommandé, hein, eh bien, je peux utiliser le programme d'exit pour aller déclencher du MFA différent. Que des trucs un peu plus sophistiqués. Bref, peu importe. Donc, c'est possible. Donc, ça veut dire que dans le cas où j'en aurai plusieurs, donc ça fonctionne comme dans cet ordre-là. Le TOTP est déjà sollicité. Après, on rentre dans le registre. Et si dans le registre, vous décidez de faire du MFA, boum, et ben, voilà, vous continuez la chaîne. Donc, ça, c'est pour moi une super nouveauté. Après, voilà, et ça vient, c'est le bénéfice du MFA. Parce qu'en fait, quand ils se sont rendus compte qu'on avait un problème avec ça qui ne couvrait pas toutes les authentifications, ils ont fait le point d'exit. Après, quand ils se sont rendus compte que, ah oui, mais on a un problème ici aussi, dans les impersonations, ça veut dire que si je fais ça, eh bien, je peux devenir un utilisateur qui est censé être challengé par du MFA. Et je casse toutes mes règles en autorisant ça. D'accord? Donc ça, cette session authorization, si je suis au LBJ, je deviens target user.
si j'ai un droit use minimum sur un profil, qu'il soit public ou privé, je fais mon travail sous le nom de target user. Donc, c'est ce qu'on appelle impersonation. Il y a aussi les swaps d'API. Bon, j'en ai mis 2 parce qu'ils sont tellement faciles d'utilisation que voilà. Du coup, maintenant, on a une function usage qui s'appelle QIBM Run Under No User Authority, qui est basée sur le target user et qui permet d'interdire ça. On peut introduire des profils de groupe. Non, aussi, ça marche. Donc, vous allez ajouter du deny parce que la valeur par défaut, c'est allowed, et vous allez bloquer ces possibilités-là. Pour rappel, la première remédiation que j'ai présentée, en fait, j'ai trouvé des profils non sécurisés. On en trouve assez souvent, malheureusement pas beaucoup, mais il y en a toujours qui traînent. Donc, en fait, ça va bloquer toute cette partie-là. Donc, c'est quand même un apport vraiment intéressant. En tout cas, nous, ça va nous compliquer la tâche, entre guillemets, pour faire des tests d'intrusion. En plus de ça, le journal d'audit a été mis à jour avec des nouveaux types de violations qui représentent justement ces problèmes d'impersonation. Okay. J'ai mis une IDE dans Portail, mais comme je ne suis pas un mec très communicant, j'ai vu que j'ai un vote. Bon, parce qu'en fait, le problème, c'est que cette fonction-là, on ne peut pas la modifier, on peut pas modifier la valeur par défaut. J'aurais tellement aimé la passer à denied et à mettre en allowed ce que je veux mettre dedans. D'autant qu'il y a des possibilités d'audit. Bon, j'ai mis une IDE en disant bah voilà, j'aimerais pouvoir rendre cette valeur modifiable. Actuellement, elle ne l'est pas. Mais bon, si vous voulez voter. Voilà. En vrai, comment ça marche? Donc ici, par exemple, je suis connecté avec mon profil courant. Je fais un set session authorization. Je deviens ce profil. Donc, mon current user bascule. Et là, je suis en train de changer la clé MFA de ce profil-là. Vous voyez tout ce que je peux faire avec ça, c'est dingue. Donc, je peux lui changer sa clé. Là, pareil, là, j'ai un droit use sur le profil en balançant ça dans du SQL. Pareil, je peux changer sa clé. Voilà, aujourd'hui, en 7.5. Ou en 7.6 si vous n'activez pas. Après, vous activez la fonction. Voilà, hop, je m'ajoute dedans. En denied, terminé. Pouf, pouf. Je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça. C'est quand même intéressant, c'est facile à faire. Et il y a de l'audit. Et il y a de l'audit ici. Donc ça, c'est vraiment très bien. Donc ça m'aurait aidé dans mon travail que j'ai présenté précédemment. Pareil, ici sur les partages, on sait bien que les partages, c'est sensible. Et on sait aussi malheureusement que le droit IOC-CFG est négligé dans les audits de sécurité et les remédiations. On va se focuser sur le CKDM ou l'OBJ. Et puis IOC-CFG, on va le traiter, mais souvent c'est un peu... Bon, c'est pourtant un droit super puissant. Et donc là, IBM arrive avec nous, pour nous, une fonction en read-only. Donc c'est comme un IOC-CFG, mais en audit simple. Encore une fois, via une fonction usage. Donc ça, c'est vraiment génial. C'est facile à faire. Voilà. Donc là, il y a vraiment des remédiations simples qui sont ultra efficaces. Avec la 7.5 en plus, souvenez-vous, la liste d'autorisation plus cette fonction-là, on est vraiment top. On peut aussi, alors il y a les découvertes des partages, et voilà, parce que ça, c'est public actuellement. N'importe qui peut interroger les partages. C'est une info publique. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Hein. Terminé. Hein. C'est toujours public en termes de droit, mais on doit passer par la fonction avant, et donc si on n'est pas inscrit dedans ou si on n'a pas le droit, on ne pourra pas le faire. Donc c'est aussi un très gros avantage, je trouve. Ça va, je suis là. Voilà, ici c'est juste aussi les audits de partage, pareil. Auditer les partages aujourd'hui, quand voilà, il y a un client, il dit bah tiens, les partages sont utilisés, comment je peux auditer ça? Alors, on peut le faire hein, avec des valeurs d'audit, le journal, machin. Bon, c'est un peu fastidieux. Là, en 7.6, vous avez maintenant les nouvelles valeurs qui vous disent directement, paf, l'utilisateur GM, il a démarré un partage. Et voilà comment il s'appelle. Il est en read. Facile. Il y a plus, voilà. Donc ça aussi, pareil, c'est une super aide pour nous. Ah, je suis pile à l'heure.